Sorti du Conservatoire de Paris en 1878 à l'âge de 22 ans, Henri Selmer intègre la musique de la garde républicaine. Il poursuit sa carrière de clarinettiste solo au sein des orchestres L'Amoureux et de l'Opéra de Paris. Parallèlement, il a développé un savoir-faire déjà reconnu dans le retablage des becs et la retouche des anges. Et c'est en 1885 qu'Henri Selmer crée l'entreprise en commençant par la fabrication d'anches et de becs. Il s'installe à Montmartre, au numéro 4 de la place d'Ancourt, où un souffle de créativité attire des artistes du monde entier. À cette époque, Alexandre, son frère cadet, également clarinettiste, part aux États-Unis où il intégrera différents orchestres, dont ceux de Boston et de Philadelphie. Il jouera notamment sous la direction de Gustav Mahler en tant que première clarinette à l'Orchestre Philharmonique de New York. En 1898, Henri Selmer entreprend la fabrication de sa première clarinette et participe, seulement 6 ans plus tard, à l'exposition universelle de Saint-Louis aux États-Unis. Les qualités acoustiques et la parfaite facture de ces clarinettes sont récompensées par une médaille d'or. Ce succès grandissant conduit à l'ouverture d'une boutique dans la 86e rue, à Manhattan, où sont vendus les instruments qu'Henri fabrique en France. En 1905, avant de rembarquer pour la France, Alexandre confie cette boutique à l'un de ses meilleurs élèves, Georges Bundy. Cette structure, aujourd'hui devenue Kohn-Selmer, distribue la marque Henri Selmer Paris aux États-Unis et au Canada. Dans le catalogue de 1910, la quasi-totalité de la famille des clarinettes est proposée et désormais, une vingtaine d'ouvriers et d'apprentis en assurent la fabrication. L'expansion continue et en 1919, l'usine de Mantes-la-Ville est inaugurée et Maurice Selmer, le fils d'Henri, rejoint la société. La direction technique est assurée par Maurice et Henri Lefebvre, tous deux gendres d'Henri Selmer. Le très jeune instrument, qu'est à l'époque le saxophone, connaît une extraordinaire frénésie populaire aux États-Unis. De 1915 à 1930, c'est la saxophone craze. C'est donc naturellement que Selmer Paris s'y intéresse et propose son premier saxophone en 1922. Il est présenté ici par Alexandre Selmer. Des améliorations inédites sont apportées au procédé de fabrication, notamment l'étirage des cheminées, technique aujourd'hui reprise par les fabricants du monde entier. À cette époque, 50 personnes travaillent à l'usine et produisent 30 saxophones par mois. En 1926, apparaît l'actuel logo Henri Selmer Paris avec sa couronne de laurier. Il est toujours gravé sur chaque instrument, chaque bec et chaque hanche, garantissant la marque originale Henri Selmer Paris. Cette belle époque voit également la sortie de la clarinette métal et le Grand Prix obtenu à l'Exposition internationale de Genève pour l'ensemble de la production Selmer Paris. La gamme s'est élargie alors à l'ensemble de la famille des bois, comme en témoigne le catalogue de 1928. En 1929, Henri Selmer rachète les ateliers Adolphe Sax, également situés à Montmartre, au 84 rue Mira. Il devient ainsi le successeur de l'inventeur du saxophone et en intègre le personnel et son savoir-faire. La famille des cuivres trouve naturellement sa place dans le catalogue Selmer Paris. 2014 est une année symbolique puisqu'elle marque le bicentenaire de la naissance d'Adolphe Sax. Afin de lui rendre hommage, le 6 novembre, jour anniversaire de Sax, dans sa ville natale de Dinan, Henri Selmer Paris présente un modèle d'alto au design inspiré des premiers saxophones, l'Alto Sax édition limitée. L'entreprise poursuit sa croissance. Ce sont désormais 175 personnes qui fabriquent 300 instruments par mois. La renommée de la marque se confirme, 80% de la production sont exportés en Europe, en Asie, aux États-Unis et en Amérique du Sud.
un vent de diversification souffle sur Selmer Paris pendant les 3 années qui vont suivre. En 1932, s'associant avec le luthier Mario Macaferri, Selmer Paris se lance dans l'aventure des guitares. Présentant des concepts ingénieux et de fabrication réputée complexe, ces guitares furent produites pendant 20 ans dans les ateliers de Mantes. Django Reinhardt en a fait sa guitare de prédilection et l'a rendue populaire jusqu'à nos jours dans le monde entier. Un an plus tard, la trompette modèle Balanced, avec son bloc piston déporté, est mise sur le devant de la scène. Ce n'est autre que le roi du jazz, Louis Armstrong, qui en sera l'ambassadeur. Satchmo était un inconditionnel de cette trompette. Il la nomme dans l'enregistrement de Laughing Louis « My Little Selmer Trumpet, bless her little heart ». Well, what do you know about that? Now, good evening, ladies and gentlemen. I want to tell y'all that I'm going to do a little practicing this evening on this little Selmer trumpet, bless his little heart. La société complète ses activités avec l'édition de partitions. Et c'est Maurice Selmer, le fils d'Henri, qui va diriger les éditions Selmer, créées en 1934. Après une interruption, elle revoit le jour en 2015 avec un nouveau catalogue. Après la Grande Dépression aux États-Unis, l'enthousiasme revient petit à petit et cela se ressent dans la musique, comme en témoigne l'émission radiophonique quotidienne Let's Dance, animée par Benny Goodman. Dans les années 30 et 40, on découvre les big bands et le swing fait irruption avec beaucoup d'énergie, représenté par Duke Ellington et ses saxophonistes et clarinettistes Ben Webster, Johnny Hodges, Paul Gonsalves, Russell Prokop. Sans oublier Count Basie avec Lester Young et Jimmy Dorsey, dont un modèle de saxophone Selmer Paris, fabriqué en très petite quantité, portera le nom. À l'époque, le swing ira jusqu'à représenter 60% de l'industrie du disque. À son arrivée en Europe, le 30 mars 1934, Coleman Hawkins se voit offrir un ténor par Selmer. The Hawk tombera amoureux des saxophones au laurier et il leur restera fidèle à partir de ce moment. Sa tournée de 5 ans en Europe est couronnée de succès et lorsqu'il rentre aux États-Unis, il grave, avec une créativité et une audace encore jamais entendues, un standard qui le révélera comme le père du ténor, Body and Soul. Ces années restent associées à l'une des plus grandes icônes du jazz, le mythique Charlie Parker, auquel Selmer Paris rend hommage à partir de 2005 avec les 5 collections Tribute to Bird. De son côté, en 1936, Henri Lefebvre, gendre d'Henri Selmer et directeur de la production, révolutionne la facture moderne du saxophone en mettant au point le Balanced Action. Ses caractéristiques principales résident dans son équilibre mécanique parfait, inégalé et imité aujourd'hui encore par les fabricants du monde entier, et les progrès réalisés sur l'intonation et un confort de jeu incomparable. En juillet 1941, la famille fait face à la disparition d'Henri Selmer. Maurice Selmer devient président, il est rejoint à la même époque par ses fils Jean et Georges. La même année, le saxophone numéro 30 000 sort des ateliers suivi des becs de clarinette métal. Malgré la guerre qui a frappé et les effectifs tombés à 80 personnes à la sortie du conflit en 1945, la société continue à innover et lance les becs Airflow pour saxophone et clarinette, ainsi que le modèle soloiste pour les clarinettes. 2 ans plus tard, la production remonte à 250 instruments par mois. Marcel Mull, soliste de la garde républicaine et premier professeur de saxophone de la classe du Conservatoire national supérieur de musique de Paris, contribue grandement à faire reconnaître et rayonner le saxophone au niveau mondial. Il intègre la société en tant que conseiller artistique en 1946. La collaboration débute par la mise au point du bec métal classique qui fut pour beaucoup dans l'identité acoustique de Mull. Devant le succès rencontré par ce modèle, il fut décliné en ébonite
et aboutit à la gamme soloiste introduite en 1951. Après 27 ans d'interruption, la production du modèle de bec soloiste est relancée pour les saxophones alto et ténor. Parallèlement, Ulysse Delécluze, professeur de clarinette au Conservatoire national supérieur de musique de Paris, intègre la société en 1950 en tant que conseiller artistique. La production s'élève alors à 650 instruments par mois. La troisième génération Selmer se met en place avec les fils de Maurice Selmer, Jacques, Jean et Georges. Ce dernier est nommé président de la société en 1968. Sixième modèle depuis le lancement du premier saxophone en 1922, le Mark VI est mis au point avec la participation de Marcel Null. Instrument pensé à l'origine comme résolument classique, il s'est imposé comme légende et véritable référence du saxophone. Le Mark VI restera à jamais associé aux plus grands noms: Sonny Rollins, John Coltrane, Stan Getz, Dexter Gordon, Joe Anderson, Wayne Shorter, Paul Desmond. La même année, la clarinette Centerton apparaît au catalogue. Elle est rapidement adoptée par les plus grands clarinettistes et deviendra la clarinette fétiche du roi du swing, Benjamin David, dit Benny Goodman. On lui doit également des commandes et des créations importantes du répertoire classique, notamment les contrastes de Bartók, le concerto pour clarinette de Copland et les préludes, fugues et riffs de Bernstein. Le catalogue de 1955 a pour accroche un nom, une qualité, des artistes. Selmer Paris met en avant ses essayeurs et revendique ses liens privilégiés avec les meilleurs musiciens. À cette époque, de nouveaux ateliers sont construits pour permettre la production de 1000 instruments fabriqués chaque mois par 370 employés. Le 28 juin 1962 sortira de ces usines le saxophone numéro 100 000. Un peu plus tard, le 9 décembre 1964, John Coltrane enregistre A Love Supreme avec ses ténors et sopranos Mark VI et son bec de soprano Metal Selmer Paris. Au même moment, sort l'album Getz Gilberto, enregistré par Stan Getz avec son saxophone Mark VI, le chanteur-guitariste Joe Gilberto et le pianiste et compositeur Antonio Carlos Jobim. Cet album connaît un succès international avec les morceaux The Girl from Ipanema et Corcovado chantés par Astrid Gilberto qui sont devenus des standards du jazz. Eric Dolphy fut l'un des pionniers en tant que soliste de jazz à la clarinette basse sur une basse Selmer Paris. Il reste aujourd'hui l'une des figures emblématiques de cet instrument, dont la pratique s'est depuis largement répandue. Durant quelques années, il jouera avec le Varitone, un système de cellules microphoniques destiné à l'amplification directement intégrée sur le saxophone, la clarinette ou la flûte. Le Varitone est précurseur de l'électrification des instruments et de l'utilisation des effets sonores qui s'étendront quelques années plus tard. Michael Brecker, dans le groupe qu'il forma dans les années 70 avec son frère, les Brecker Brothers, en fut une figure de proue. En 1965, le siège de l'entreprise quitte Montmartre pour s'installer au 18 rue de la Fontaine-au-Roi, au cœur du 11e arrondissement de Paris, et gagne ainsi en confort d'accueil et en espace. En 2003, le siège social fait peau neuve et ouvre un showroom spacieux qui accueille chaque année 3000 musiciens du monde entier. Il possède
possède également une salle de concert, à la programmation éclectique, du solo au grand orchestre, des masterclass et des rencontres publiques. En 1971 sort le modèle Série 10, clarinette souple et polyvalente qui comprend le jeu de clarinette en si bémol et la, ainsi qu'un nouveau bec du même nom. La famille des becs S80 apparaît en 1974. L'une de ses principales innovations est sa fameuse chambre carrée, réalisée pour la première fois entièrement par une mortaiseuse, permettant sa parfaite reproductibilité. Le plus connu de la famille S80 est, sans conteste, le C étoile, au point d'être devenu à l'usage un modèle à lui tout seul. C'est encore le bec le plus vendu au monde, et ce, depuis des décennies. Après 20 ans de production, le Mark VI cède la place au Mark VII, facilement reconnaissable à son clétage large et solide. Les becs de clarinette profitent également des évolutions de la fabrication avec l'arrivée du modèle C85. 4 ans plus tard, c'est la naissance du modèle Récital. Une clarinette unique au monde de par sa conception très boisée qui sera fabriquée sur une période de plus de 30 ans et encore disponible aujourd'hui. La Récital fut mise au point en collaboration avec Guy Danguin, alors soliste à l'Orchestre national de France et conseiller artistique de la société depuis 1970. Les années 80 glorifient le saxophone. Il est présent absolument partout, dans la musique comme dans la publicité. Il incarne cette décennie et en devient le symbole. On revient en 1980 à l'esprit de conception du Mark VI avec le Super Action 80 qui deviendra en 1986 le Super Action 80 série 2. Ce modèle est le saxophone polyvalent par excellence. Il fêtera ses 30 ans en 2016, ce qui fait du Super Action 80 série 2 le modèle le plus fabriqué. À la même période sort le bec S90 qui trouvera parfaitement sa place auprès du S80, bec un peu plus timbré et qui offre plus de projection. Le service recherche et développement accueille 3 nouveaux conseillers artistiques, 2 pour le saxophone et 1 pour la clarinette. Claude Delangle, en 1989, récemment nommé professeur de saxophone au CNSM de Paris, et en 1990, Patrick Bourgoin, saxophoniste de variété freelance. Tous deux collaborent encore aujourd'hui avec Jérôme Selmer au sein de la recherche et du développement. C'est cette équipe qui mettra au point la famille des saxophones série 3 qui verra le jour en 1993 avec l'arrivée du soprano. Pour la première fois dans l'histoire de l'entreprise, le nouveau modèle ne remplace pas l'ancien mais vient compléter la gamme. Suivront le ténor en 1997 et l'alto avec son système breveté de double do dièse et le baryton en 2008. Les 4 modèles série 3 du Quatuor verront le jour sur une période de 15 ans. C'est également en 1993 que l'entreprise célèbre la fabrication de son 500 millième saxophone, un Alto Super Action 80 série 2. Cette même année, un saxophoniste est élu à la Maison-Blanche, Bill Clinton. Côté clarinette, l'Italien Alessandro Carbonare, soliste et successeur de Guy Danguin à l'Orchestre national de France jusqu'en 2003, devient officiellement ambassadeur de la marque Selmer Paris dans le monde. En 1998, la 4e génération issue du fondateur, incarnée par Patrick, Brigitte et Jérôme Selmer, prend les rênes de la société. Le site de production s'agrandit et s'étend alors sur 20 000 mètres carrés. En clarinette, Jacques Di Donato, alors professeur au CNSM de Lyon, rejoint également l'équipe recherche et développement en 1990. Sous cette nouvelle ère, naîtra la clarinette signature, mise au point avec Jacques Di Donato, un concept audacieux à la palette de sonorités très riche, contrepartie d'une exigence d'engagement physique du musicien. Cette génération, parfaitement en phase avec son histoire, sort en 2001 2 modèles de saxophone ténor, puis un d'alto en 2003, qui rendent hommage au mythique modèle Mark VI et Balanced Action, les références.
C'est un modèle qui réussit la délicate alchimie de la fusion du progrès et de la tradition et qui s'adresse davantage aux saxophonistes de jazz. La clarinette basse Privilège sort en 2004 et représente un véritable événement pour les clarinettistes basses qui voient un progrès majeur pour leur instrument, notamment en termes de mécanique. En 2005, Henri Selmer Paris fête ses 120 ans dans la plus mythique des salles de concert de Paris, l'Olympia. C'est l'occasion d'une rencontre unique sur scène entre les géants Kenny Garrett et Johnny Griffin. Dans la lignée de la clarinette basse, la famille Privilège s'étend au jeu si bémol et la, développé avec l'aide du clarinettiste Jérôme Verhaeghe, soliste de l'Opéra de Paris. Il est rejoint 2 ans plus tard par Philippe Béraud pour affiner ses modèles qui connaîtront un immense succès grâce à leur homogénéité, leur souplesse et stabilité de jeu et bien sûr à leur qualité de son. Philippe Béraud, soliste de l'Orchestre de Paris, devient officiellement conseiller artistique de la marque et sera nommé professeur au CNSM de Paris en 2012. Selmer Paris réaffirme son identité de fabricant de clarinettes haut de gamme et nombre de grands musiciens redécouvrent ainsi la clarinette Selmer Paris. Brigitte Selmer devient directrice générale de l'entreprise. À l'occasion du Festival de jazz de Marciac en 2012, elle remet à Sonny Rollins un saxophone ténor gravé à son nom, un cadeau pour la fidélité qu'il a toujours témoignée à la marque au cours de son immense carrière. 2013 marque une nouvelle dynamique insufflée par la famille Debec avec les sorties du concept pour le saxophone alto qui connaît immédiatement un immense succès et les modèles concept et focus pour la clarinette basse qui connaissent un succès similaire. Cet élan se prolonge en 2014 par la création de la marque Céleste qui a pour objectif de proposer des instruments à un tarif plus abordable. Ces instruments sont fabriqués dans l'usine de Mantes-la-Ville et offrent une qualité professionnelle. Se succéderont au cours de l'année la clarinette si bémol Présence, le bec de saxophone alto Prologue et enfin le saxophone alto Axos. En 1985, Henri Selmer Paris débute son activité avec la conception et la fabrication de becs pour clarinette si bémol. Grâce à un travail intense de recherche et développement, Henri Selmer Paris renouvelle complètement sa gamme de becs pour clarinette si bémol en sortant 2 nouveaux modèles, le Focus et le Concept, en adéquation avec l'esthétique des clarinettistes actuels. En 2015, année anniversaire des 130 ans de la société, Henri Selmer Paris crée l'événement et donne un nouvel élan à son activité première, la conception et la fabrication d'anches. Henri Selmer Paris, avec son effectif de 500 employés, tous basés en France, et une direction ainsi qu'un actionnariat 100% familial, reste résolument tourné vers le futur et poursuit sa stratégie d'innovation avec et pour les musiciens.